je donnerai la parole à professeur Zakaria Belkhadi, chef de service de réanimation, qui va nous parler des innovations en anesthésie et réanimation. Alors, merci beaucoup. Je tiens à remercier l'ACE, la Fondation Al-Slema, pour m'avoir invité à parler de notre travail quotidien à l'Institut national d'oncologie, notamment en anesthésie et réanimation. Alors, comme vous le savez, alors ça passe... Ouais, il y a un petit décalage. Donc, comme vous le savez, donc, à l'Institut national d'oncologie, la prise en charge du patient a été métamorphosée de manière drastique grâce à l'aide que personne ne peut mesurer de la Fondation Al-Slema, mais aussi de la direction de l'INO, ainsi surtout ne pas oublier la volonté et la mobilisation de tout le personnel soignant de l'hôpital. Ce changement passait par des réaménagements de locaux, mise à niveau, achat de matériel, de pointe, formation de personnel et formation en qualité. Bien sûr, le service d'anesthésie et réanimation n'est pas en reste. Elle a suivi un petit peu l'évolution de tout le monde. Mais ce que je vais vous présenter, ce n'est pas une technique particulière, parce que l'innovation qui a été faite dans notre service n'est pas une technique qui a été développée, mais plutôt un ensemble, je dirais, de mesures et un changement de concept, de philosophie de prise en charge que je vais essayer de vous décrire. Bon, comme vous le savez, tous les actes de chirurgie nécessitent de l'anesthésie. Et comme dans notre hôpital, on fait quand même de la chirurgie lourde, des hépatectomies, de la chimiothérapie intrapéritonéale, des rectums avec des terrains de plus en plus compliqués, généralement ils ont besoin de réanimation, en plus de la prise en charge de tout ce qui est complications de traitement, je dirais, oncologique que l'on prend en réanimation. Alors ça a commencé par déjà rendre obligatoire la consultation pré-anesthésique. C'est-à-dire qu'un patient qui doit être opéré doit être vu par l'anesthésiste avant. Ça permet une évaluation des risques, une évaluation de tous les problèmes que peut poser le malade, la gestion des médicaments, etc. Et pour ne pas tomber dans les conflits habituels entre anesthésistes et réanimateurs qui découvrent le malade au niveau du bloc opératoire et devoir le recuser, le chirurgien qui dit non, on ne va pas recuser mon malade parce que je l'ai préparé, etc., etc. Là, le malade est vu avant. Et non seulement elle est devenue obligatoire, et même les chirurgiens sont convaincus de ça. C'est-à-dire qu'un malade qui n'a pas de CPA, c'est eux-mêmes qui s'offusquent qu'il n'ait pas sa CPA, ils ne le programment pas. Donc même nous, on n'a même plus besoin de faire le gendarme. Deuxième chose, c'est que cette CPA est devenue informatisée. Bon, ça a commencé au début par un petit programme que l'on a développé entre nous par FileMaker, mais la révolution est venue par l'informatisation du système du dossier médical avec un module consultation pré-anesthésie qui a vraiment été fait sur mesure. Et quand je dis sur mesure, c'est vraiment les gens de Innova se sont assis avec nous, et c'est ce qui est bien, c'est-à-dire ils nous ont compris. On n'a même plus besoin de leur expliquer, ils sont devenus des anesthésistes. Ils savent comment on réfléchit et ils ont vraiment développé le système de telle manière qu'on s'y retrouve. Et ça a permis beaucoup de choses. C'est que, la CPA se fait de manière fluide. Même les résidents qui viennent pour apprendre leur métier dans nos services, ils sont obligés de répondre à un certain nombre de critères qu'ils ne faisaient pas avant de manière systématique. Et donc, de manière systématique, ils sont obligés de poser un certain nombre de questions, ce qui va leur servir par la suite, notamment pour l'examen de fin de spécialité. C'est-à-dire qu'on leur a formaté un petit peu le questionnement par cette CPA qui est obligatoire, parce qu'il y a des choses qu'ils doivent obligatoirement remplir. Et là, vous voyez, je vais vous montrer un petit peu quelques images un petit peu de notre système d'information avec la CPA et qui vraiment suit toutes les étapes de notre consultation. Et donc, c'est le premier verrou de sécurité de la prise en charge de nos patients. Et nous, les anesthésistes, on est vraiment des férus de la sécurité anesthésiste. Une fois que le patient est vu par les anesthésistes qu'on a donné l'accord, il est programmé par nos amis chirurgiens. Donc déjà, une deuxième étape de sécurité, c'est-à-dire que les malades sont programmés. D'accord ? C'est pas on découvre au jour le jour quel malade sera fait. Ça permet au chirurgien de préparer son intervention à l'avance. Et nous, anesthésistes, de pouvoir proposer une anesthésie à la carte pour ce patient-là. Bien sûr, après, on fait une visite pré-anesthésique qui, malheureusement, n'est pas encore obligatoire légalement, mais elle est obligatoire dans notre pays, enfin, dans notre service, d'accord ? Et le système d'information nous permet, nous, anesthésistes, quand on voit le patient au service de chirurgie, d'écrire les consignes dans le dossier du chirurgien. C'est-à-dire que le chirurgien, quand il va voir le patient, il a toutes les consignes des anesthésistes. Et donc, il est obligé de les appliquer. C'est une bonne chose, mais en plus, ça nous permet, nous, de voir ce qu'ils font et de voir ce que nous faisons, et tout se fait de manière fluide. D'accord ? Et ça permet
diminuer de manière importante les annulations au bloc opératoire pour des problèmes de consignes qui n'ont pas été faites ou parce qu'un médicament n'a pas été arrêté, etc. Et les annulations qu'on a au bloc sont vraiment maintenant exclusivement dues au manque de sang. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manquement d'annulation parce qu'il y a une mauvaise consigne entre nous. Et ça, c'est très important. Bien sûr, dans la prise en charge anesthésique, il y a ce qu'on appelle la préhabilitation. C'est-à-dire que le patient, il doit s'entraîner. Il doit s'entraîner pour pouvoir faire face à l'anesthésie et la chirurgie. Ben, c'est comme un sportif qui doit faire de la boxe, qui a un match de boxe qu'il doit faire, et bien il doit s'entraîner. Et bien le patient a la même chose. Tout ça pour le préparer au mieux à l'acte anesthésique et à l'acte chirurgical pour diminuer les complications post-opératoires. C'est-à-dire qu'on détecte les anémies dès la première consultation de chirurgie et on le met sous fer automatiquement pour pouvoir diminuer cette dépendance au sang, déjà très chose importante, l'alimentation préopératoire, et surtout, on demande aux patients de faire de l'activité physique en préopératoire, et donc ils viennent chez nous dans un bon état respiratoire et cardiaque, pouvant faire face à la chirurgie avec ses aléas, etc. Bien sûr, une fois que le patient a été vu en VPA, qu'il est programmé, on fait notre staff d'anesthésie pour enfin voir si tout est safe pour l'anesthésie qui aura lieu la semaine d'après. Donc vraiment, il y a tous ces verrous qu'on essaye de lever un par un pour ne pas qu'il y ait de biais. Et ça a diminué de manière importante les complications anesthésiques notamment et chirurgicaux. L'autre verrou important, c'est l'élaboration de protocoles. Et là, je remercie vraiment l'équipe de professeur Mohsin, notamment professeur Benkapo, professeur Mjbar, qui ont élaboré des protocoles et qui se sont assis avec nous pour qu'on puisse élaborer un petit peu des choses. Là, vous avez par exemple le protocole hépatectomie, c'est-à-dire que n'importe quel chirurgien ou anesthésiste résident interne fut-il, s'il veut prendre en charge un patient, il est obligé de suivre ces règles. Il ne va pas nous dire, non, moi, en fait, j'étais dans le service Intel, j'étais dans la ville Intel, je fais comme ça. Non, chez nous, on fait comme ça, il faut suivre les règles. Donc, on a des procédures qui sont carrées. Et vous voyez que ce document qui a été fait par professeur Benkapo fait 36 pages, avec vraiment la prise en charge de l'entrée jusqu'à la sortie, incluant les étapes de l'anesthésie, qui va de la voie de la voie veineuse périphérique, de la mise en place du monitorage et tout. Donc, il n'y a pas de place à... Tout est carré, tout est clair, comme dans un avion. On n'invente pas. Les choses sont claires et carrées. Après vient le jour fatidique, où le patient arrive au bloc opératoire, et là aussi, le patient est vu par l'anesthésiste avant d'entrer, et généralement, c'est juste un check-up, voir s'il a tous les documents, etc., parce que tout a été fait en amont, la CPA, la VPA, la préparation et tout. D'accord ? Donc on met automatiquement un système de réchauffage au patient, même quand il est réveillé, parce que l'hypothermie, elle commence à ce moment-là, parce que le patient, nous, les anesthésistes et chirurgiens, on vient avec notre tenue de bloc, avec notre doudoune, etc. Et le patient, lui, il vient tout nu comme un verre, avec une petite chemise d'opéré, et on se demande pourquoi ils ont froid après. Donc automatiquement, à l'admission, on réchauffe les malades. On met en place notre monitorage, et là, parmi les innovations, entre guillemets, c'est qu'on a un monitorage avancé. Il y a le monitorage standard, mais pour les grosses chirurgies, automatiquement, on met un monitorage de la profondeur d'anesthésie. Pourquoi ? Toutes les personnes qui subissent une chirurgie, qui viennent nous voir, nous anesthésistes, qui disent « ما تكترليش عافاك من البنج ». وكيفاش بغيتيني ما نكترلكش من البنج؟ انت كاين اللي فيه 60 كيلو، كاين اللي فيه 40 كيلو، كاين اللي فيه السكر، كاين اللي فيه الطنسيون، كاين اللي فيه القلب. Donc voilà. Le monitorage de la profondeur à l'anesthésie nous permet de donner vraiment ce dont a besoin le patient pour l'endormir. Et comment l'endormir? On a un détecteur qui nous dit, c'est comme un EEG, je dirais très simplifié, qui nous dit voilà ce dont a le patient. Non seulement on lui donne ce dont il a besoin, mais en plus si pour une raison X les drogues commencent à diminuer, on va voir que ce EEG commence à augmenter et on va donner la dose suffisante pour pouvoir. Donc on donne vraiment au patient ce dont il a besoin. Le monitorage de la curarisation aussi, ça évite les mdabza entre les chirurgiens anesthésistes. Ah, le malade pousse, le malade ne pousse pas, j'ai les anses qui sortent, etc. Non, j'ai un monitorage qui me dit que le patient est relâché, pas relâché. Et je pense que ces discussions, je dirais, anciens de malade pousse, ça fait, je pense, quelques années qu'on n'entend plus cette phrase-là. Mais je pense que nos amis chirurgiens ne se plaignent plus de ce problème-là. Tant mieux pour nous, les choses se passent bien. Bien sûr, pour la sécurité des malades, l'échographie fait partie prenante de toute la prise en charge, et ça commence par exemple par la voie veineuse. On se dit la voie veineuse c'est quelque chose de simple, c'est pas important, mais n'oubliez pas que ce même patient il doit avoir de la chimiothérapie, peut-être qu'il n'a pas encore sa chambre implantable, il doit avoir des bilans, donc si on doit le piquer, donc pour éviter tout ça,
on met des voies veineuses périphériques sous échographie, notamment chez les patients obèses qui ont des difficultés de prise en charge, des difficultés de voies veineuses périphériques. Donc, chez les obèses, difficulté de prendre une voie veineuse périphérique, c'est sous échographie et ça se passe très bien. On commence notre anesthésie. Bien sûr, on prévient les nausées et vomissements post-opératoires. On prévient l'hyperalgésie, parce que les patients peuvent développer de la douleur post-opératoire, ce qui est normal, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en oncologie, notamment dans la chirurgie mammaire et la chirurgie gynécologique, on peut présenter des douleurs chroniques post-opératoires. C'est-à-dire qu'on revient 3 mois après la chirurgie, avec des douleurs au niveau du site opératoire, des douleurs bizarres qui font mal. Et bien tout ça, c'est dû à un ensemble de choses qu'on appelle l'hyperalgésie, qu'il faut prévenir. On fait de la prévention, notamment en utilisant des drogues usuelles, kétamine, lidocaïne, dexaméthasone, et c'est ce qui permet une meilleure prise en charge du malade, une meilleure prise en charge de la douleur post-opératoire. Donc le malade a moins mal, le malade, quand il a moins mal, il se mobilise plus tôt, il mange plus tôt, il sort plus tôt, et donc moins de complications, bingo, on a gagné. Et bien sûr, pour ce faire, on a développé l'anesthésie loco-régionale. Actuellement, il est important d'associer l'anesthésie loco-régionale à toute anesthésie générale. C'est important parce que ça diminue la douleur, l'hyperalgésie, etc. Et notamment dans la chirurgie du sein. D'accord? Et d'ailleurs, on a pu organiser quelques workshops, j'en parle juste, en collaboration avec l'Oncopole de Toulouse. Et notre workshop a tellement bien marché que la dernière fois, on a reçu des étudiants qui sont venus de Belgique pour s'inscrire à notre workshop à Rabat. Ce qui est une excellente chose. D'accord? Et donc on fait beaucoup d'anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire que toutes les chirurgies majeures ont une anesthésie loco-régionale, que ce soit une rachionalgésie, une péridurale, un tap-bloc, etc. Dans la chirurgie mammaire, on peut même faire ce qu'on appelle de l'opioïde-free anesthésia. C'est-à-dire qu'on met un bloc érecteur, on fait de propofol, masque laryngé et on n'utilise pas du tout d'opioïdes. Vous allez dire, mais pourquoi ne pas utiliser d'opioïdes? Parce que les opioïdes peuvent avoir des problèmes, notamment l'hyperalgésie, etc. Et chez les rats, il a été peut-être démontré que les opioïdes pourraient entraîner des récurrences de cancer, etc. Donc les gens se disent qu'il vaut mieux utiliser de moins en moins d'opioïdes. Eh bien, on le fait. On a même un papier qui est sorti disant qu'en utilisant cette technique-là, on peut se passer d'opioïdes pour une anesthésie générale, pour une mastectomie, ce qui a été prouvé quelques mois juste avant par le pape, je dirais, de l'OFA, qui a dit, est-ce qu'on peut faire de l'OFA dans l'anesthésie mammaire? Eh bien oui, voilà, on peut le faire. Nous, on l'a déjà fait. Bien sûr, pour les chirurgies majeures, on met en place nos cathéters centraux, cathéters artériels sous échographie, pour avoir 0 incident lors de la mise en place de ces cathéters. Il est impensable qu'actuellement, on ait une complication à voie centrale, pneumothorax, un hématome, etc. Ce n'est plus permis. D'ailleurs, dans les pays, par exemple, anglophones, en Angleterre, une voie centrale doit être prise sous échographie. Si vous ne prenez pas de voie centrale, vous avez un incident, vous aurez des problèmes. On a maintenant, pour les chirurgies majeures, de la prévention de la maladie thromboembolique en péropératoire par des systèmes de compression. D'accord? On remercie le professeur Mohsin d'avoir fait le forcing pour nous acheter ce matériel-là, ce qui est utile pour nos patients, parce que la thrombose, elle ne commence pas en post-opératoire. Elle commence en préopératoire et même en péropératoire. Pendant que le malade dort pendant 3 heures d'intervention qui ne bouge pas, la thrombose, elle commence. Surtout si c'est un patient qui est atteint de cancer. Donc, il faut faire de la prévention de la maladie thromboembolique en péropératoire pour les chirurgies majeures. On a aussi, par chance, on peut faire des monitorage hémodynamique avancé. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi vous nous emmerdez avec tout ça? Oui, mais les chirurgiens qui font de la viscérale, ils nous disent, vous mettez trop de flotte à notre patient. D'ailleurs, les anses, elles sont humidifiées. Si je mets une suture, elle va lâcher. Donc arrêtez de passer de la flotte. D'accord? Ou bien, la chirurgie hépatique. Lui, il suffit que je passe un cc de sérum salé en plus pour qu'il me gueule. Ah, j'ai mon foie qui est congestif, etc. Donc comment faire? Lui, il a besoin de flotte, lui, il n'a pas besoin de flotte, etc. J'ai besoin de monitorage hémodynamique avancé pour savoir de combien je dois donner combien de flotte, combien de fluide je dois donner au patient. Vraiment, comme je vous ai dit, de l'anesthésie à la carte. D'accord? Donc pour ça, on utilise des moniteurs de débit cardiaque non invasifs. On peut utiliser du monitorage de débit cardiaque invasif type Swan-Ganz. On a du débit cardiaque en continu, ou on utilise ce qu'on appelle l'échographie transœsophagienne pour voir vraiment ce qui se passe au niveau du cœur et voir vraiment en temps réel ce qui se passe. Et vous voyez ici, c'est des résidents qui s'amusent avec leurs petites machines. Voilà, donc vraiment, et on essaye de faire profiter tout le monde ces techniques-là. Et vous voyez que actuellement, l'anesthésie, ça ressemble à ça.
Ce n'est plus un petit moniteur sur un petit rabose, c'est vraiment un ensemble de moniteurs, un ensemble de données, et vous voyez que ça ressemble un petit peu à un cockpit. Et bien c'est exactement ça l'anesthésie du XXIe siècle, c'est vraiment un cockpit anesthésique. Bien sûr, on a aussi à notre disposition un accélérateur réchauffeur de perfusion. Si jamais le patient fait un état de choc, on a de quoi passer du sang, des fluides réchauffés pour éviter l'hypothermie. Bien sûr, une fois que l'intervention finit, le patient est transféré en réa, surtout pour les chirurgies majeures. Réchauffement, il a déjà été réchauffé en pré, en peur, en post-opératoire. Il a une analgésie multimodale, notamment avec une anesthésie loco-régionale, ce qui permet, le malade, il n'a pas mal, il est réchauffé, il est bien, il a reçu la dose d'anesthésie qu'il faut, pas plus, pas moins. Il a reçu la dose de flotte qu'il veut, pas plus, pas moins. Ce qui nous permet d'extuber précocement les malades, de pouvoir les réhabiliter précocement, les alimenter précocement, et à J1, ils sont au service en train de s'alimenter. Même les grosses hépatectomies, les chips, il y a quelques années, le professeur Souadka vous le dira, les chips, ça restait 5, 10, 15 jours en réa. Actuellement, les chips, chimiothérapie, hyperthermie intrapéritonéale majeure, où vraiment c'est de la grosse chirurgie, on peut envisager à J1 des fois, voire J2 de les emmener en réanimation. En tout cas, à J1, ils sont au fauteuil. D'accord ? Vous voyez l'évolution majeure grâce à une anesthésie bien conduite. Et là, je vous montre l'exemple d'un patient, il y a toujours un petit décalage, de ce que nous a apporté tout cela. Un patient qui est resté 98 jours en réanimation. Un choc septique avec une défaillance multiviscérale, avec une atteinte cardiaque, avec une atteinte rénale, et qu'on ne pouvait pas sauver sur le plan respiratoire. Ça fait quelques années, il est revenu nous rendre visite il n'y a pas plus longtemps que 3 mois, sur ses pieds, en train d'aller faire sa consultation. Donc c'est quelque chose d'énorme. Donc voilà ce que nous a permis ça. Donc est-ce qu'on peut parler d'innovation? Oui, peut-être, dans nos structures à nous, au Maroc, oui, c'est de l'innovation. Mais sachez que c'est l'état de l'art de l'anesthésie-réanimation dans les pays occidentaux. C'est comme ça que doit être faite l'anesthésie. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette photo. Si vous voulez voyager, par exemple, par avion, est-ce que vous voulez que votre pilote ait un cockpit comme celui-là, ou comme celui-là avec tout? La vitesse de l'air, la vitesse de je ne sais pas quoi, la température du moteur, etc. C'est la question qu'il faut se poser. C'est exactement la même chose. L'anesthésie, c'est un décollage, l'induction, et c'est le réveil qui est l'atterrissage. Et donc on a besoin d'avoir vraiment un œil sur tout ce qui se passe au niveau de l'homéostasie, un petit peu de la physiologie du patient. Mais la réelle innovation, c'est quoi? Eh bien, c'est à l'instar de ce qui a été fait dans l'aéronautique. Ce n'est pas la technologie qui a changé les choses. C'est le crew resource management, c'est la communication, c'est les formations, c'est le travail d'équipe. C'est ça qui a changé les choses. Et c'est ça qui a diminué la mortalité de manière drastique en aéronautique. Vous connaissez tous l'accident qu'il y a eu entre 2747 à Tenerife, 2747, qui n'ont pas changé techniquement par rapport à 747 de maintenant. Mais qu'est-ce qui a changé? La communication avec la tour de contrôle, quel terme je vais utiliser, c'est exactement ça qui est réellement l'innovation chez nous. C'est-à-dire que nous, réanimateurs, on est là, on travaille en équipe avec nos infirmiers, anesthésistes, infirmiers du bloc opératoire, entourés par notre équipe de chirurgie, d'accord, avec le biomédical, sans oublier la direction qui nous chapeaute, mais de manière importante. L'année dernière, le Dr Belhassan m'a appelé. Il m'a dit, voilà, on est en train d'établir les besoins pour l'année prochaine, pour l'investissement, de quoi tu as besoin? Dr Bqali, on ne croira pas ses yeux. J'ai dit, j'ai besoin de rien. Vous imaginez, un réanimateur qui dit à la direction, j'ai pas besoin de matériel, voilà, donnez l'argent à quelqu'un d'autre. Voilà où on est arrivé, alhamdoulilah, à Lilou. Et bien sûr, chapeauté par la Fondation Al-Salma. Donc ce qui a changé, c'est vraiment le travail d'équipe et l'élaboration de protocole. Et je vous remercie.